Bienvenue à Béjaïa, dans la région historique de Kabylie. Cette ancienne colonie romaine a connu une domination vandale et byzantine avant d'être conquise par les Arabes. Au Moyen-Âge, elle est promue capitale du Maghreb central et devient une importante cité religieuse, scientifique et commerciale de la Méditerranée. À cette époque, elle devient célèbre grâce à ses petites chandelles, à qui elle a d'ailleurs donné son nom. Le mot bougie vient en effet de Béjaïa. وادخل بجاية تعشي في الأمان تيجي باسمها وما رحبا وبجاية تاريخ راسخ في الديوان. La ville était entourée de remparts et il y avait un certain nombre de portes. Donc il y a des portes intérieures et des portes extérieures. Et ça, c'est la mosquée Sidi Soufi. Ça, c'est la mosquée Sidi Soufi. Nous sommes ici devant Bab el-Fouqa, la porte des étendards. C'est l'une des portes les plus importantes de la ville à l'époque hamadite. Il y a à côté Bab el-Bahr, la porte de la mer, ou bien la porte sarrasine, mais celle-là est également l'une des plus imposantes. Béjaïa, c'est l'une des plus anciennes villes d'Algérie. De quand date sa fondation? Le territoire sur lequel donc, nous sommes aujourd'hui est habité depuis la préhistoire. Ensuite, il y a eu la période antique. Il y a eu ici une ville très importante qui s'appelle Saldae. C'est l'ancien nom de Béjaïa. C'est l'ancien nom romain de Béjaïa. Saldae donc, a été fondée en 25 avant Jésus-Christ. Au début, elle était alimentée en eau à partir du Goureya, mais à partir du IIe siècle, l'eau a commencé à manquer. Et donc les Romains ont décidé de ramener l'eau à partir de la source de Touja, qui se trouve à 24 km d'ici. Il en reste d'ailleurs un vestige. Oui, l'aqueduc, d'ailleurs c'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Il fait à peu près 32 km, 16 km à vol d'oiseau. Et comment faisaient les Romains à l'époque? Lorsqu'ils rencontrent une vallée, ils construisent un pont. Lorsqu'ils rencontrent une montagne, ils creusent un tunnel. Et après les Romains, il y a eu donc les Vandales, ensuite les Byzantins, mais on est très peu renseigné sur cette période. Ce n'est qu'à partir du XIe siècle qu'on commence à avoir réellement donc, des informations précises. Kairouan est le premier centre intellectuel du Maghreb. À un moment donné, les Beni Hillel vont s'attaquer à Kairouan et donc ils vont détruire la ville. L'élite savante va émigrer. Une partie va venir à Mehdia, c'est une ville qui est à côté de Kairouan, qui va devenir la nouvelle capitale du royaume Zirid. Et une autre partie va venir à la Qal'a de Beni Hammed, près de Msila, qui va devenir la première capitale du royaume berbère des Hamadites. Mais lorsque les Beni Hillel vont s'attaquer à la Qal'a, l'élite savante va venir à Bougie. Parmi les personnalités de premier plan qui ont travaillé et ont vécu ici à Béjaïa, il y a le poète sicilien Ibn Hamdis, il y a eu Ibn Khaldoun qui arrive ici en 1365. Avant Ibn Khaldoun, il y a un personnage très important qui arrive ici à Bougie en 1307. Il s'agit du philosophe catalan Raymond Lull. Sur la grande place, il clame que le christianisme est meilleur que l'islam et qu'il est prêt à le démontrer. Donc il a failli être lynché par la population, mais le prince de Bougie va le mettre en résidence et pendant 6 mois, les savants de Béjaïa vont aller le voir et ils vont, entre guillemets, disputer. Ce qui veut dire qu'ils vont dialoguer dans le domaine de la religion, mais également dans le domaine de la philosophie, des mathématiques, etc. Et lorsqu'il va être libéré, son navire va faire naufrage et il va perdre ses manuscrits dans la tempête, mais arrivé en Europe, il va reconstituer ses discussions avec les savants de Béjaïa. Il va écrire un livre très très important qui s'appelle La Disputatio, qui était destiné au pape d'Avignon pour un projet de croisade. À la fin donc, du XIIe siècle va arriver ici un personnage de premier plan
Il s'agit du mathématicien italien Leonardo Fibonacci, pour pouvoir s'initier au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. Et il va, en 1202, écrire un livre de référence qui s'appelle le Liber Abaci, dans lequel, dans l'introduction, il dit qu'il a fait ses études ici à Béjaïa auprès de maîtres admirables. Parmi donc, le savoir qu'il va apprendre, il y a ce qu'on appelle l'huruf al-ghubari, c'est-à-dire les chiffres de poussière, qui va être ensuite popularisé sous le nom de chiffres arabes. Béjaïa a donc joué un rôle très important dans la diffusion des chiffres arabes en Occident. Leonardo Fibonacci, c'est à partir de lui que les activités scientifiques vont reprendre en Occident. Et aujourd'hui, tous les informaticiens, tous les financiers connaissent la suite de Fibonacci. On est en plein Moyen-Âge, cette période médiévale, c'est l'âge d'or de la ville. Il y avait un certain nombre donc, de produits spécifiques qui circulaient sur le port de bougies, tels que par exemple les petites chandelles, qu'on appelle des bougies parce qu'elles étaient fabriquées ici, à Bougie, à base de cire d'abeille, cire qui venait de la région de Toudja. C'est donc la ville qui a donné son nom aux bougies. Comment vous expliquez que cet artisanat, il s'est perdu ici à Béjaïa? Vous savez, il y a plusieurs siècles qui sont passés, qui sont écoulés depuis. Hein, donc beaucoup de choses ont changé dans le domaine de l'artisanat. Vous voyez ce qui s'est passé par exemple à la Casbah d'Alger, notamment après l'indépendance. Hein, après l'indépendance, à l'époque du socialisme, où on ne s'est pas occupé de l'artisanat et où beaucoup de traditions, beaucoup des savoir-faire ont été perdus en Algérie. Merci Jamila Issani. Merci à vous. Bonjour Azoul. Azoul, bonjour. Ça va Tina? Ça va, merci à vous. Super, je viens voir vos bougies. Suivez-moi. Donc c'est là que vous habitez? Oui, exactement. C'est ici que vous faites vos bougies alors? Oui. C'est ici que je fabrique mes bougies. Super. Merci de nous accueillir Tina. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Tina, si on est venu chez vous, c'est parce que on n'a pas trouvé de fabricant de bougies à Béjaïa. Vous vous êtes lancé, vous, dans cette fabrication il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Vous êtes bougiote, vous êtes né donc à Béjaïa. Oui. Vous avez 19 ans. Pourquoi vous avez fait ce choix? J'avais envie de créer mon business, puis j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire, puis l'idée des bougies est venue. Est-ce que ce choix, vous l'avez fait en relation avec l'histoire de votre ville? Je dirais pas en relation, mais ça a quand même confirmé mon choix. Ok, moi j'aimerais savoir comment vous vous y prenez. Je veux qu'en sortant d'ici, je sache faire une bougie. Oui, bien sûr, suivez-moi, je vais vous montrer. Super. Ah, c'est ici que tout se passe. Oui, c'est exact. Ah oui, donc en fait, vous faites ça dans votre cuisine. On a juste besoin d'un four, des marmites et... De l'eau et de feu. Voilà. Vous les faites à base de quoi, vos bougies? C'est à base de cire de palme, cire d'abeille ou encore cire de soja. De parfum, si on veut les parfumer, de colorants, si on veut les colorer. Et c'est tout, une mèche. Voilà. C'est quoi la première étape? D'abord, si on veut utiliser un moule, il faut le chauffer, donc le D'accord. préchauffer. Donc après avoir préchauffé les moules, on passe à la cire. Donc je vais prendre un peu de cire. Donc ça, c'est la cire? Celle-là, c'est de la cire d'abeille. D'accord. C'est également avec la cire d'abeille qu'on fabriquait autrefois ici à Béjaïa les bougies. Oui, c'est exact. En revanche, les bougies modernes, elles sont faites aujourd'hui souvent à base de paraffine. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont fabriquées à base de paraffine. Pour là, on a de la cire d'abeille et de la cire de palme. Donc vous continuez à utiliser la cire d'abeille? Oui, donc là, on va attendre que ça fonde. Là, je vais retirer les moules. D'accord. Donc avant de verser la cire, forcément, vous placez la mèche. Oui. Donc voilà la mèche, c'est une mèche en coton.
Ah oui, c'est comme avant la couture. Voilà, à l'aide d'une aiguille, on va la placer. Voilà. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Donc après avoir placé la mèche, maintenant je vais chercher la cire. D'accord. Ça va, c'est pas trop chaud? Non, c'est pas trop chaud. Et vous la versez tout simplement dans le moule. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Oui, entre une demi-heure et 1 heure. Vu que la bougie a séché, on va la démouler. Il faut juste... Avoir l'habitude. Voilà. Voilà. Résultat de la D'accord. bougie. Donc voilà les bougies démoulées. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est la décoration. C'est parti. Donc c'est parti pour l'étape décoration. Vous allez nous montrer tout ça. Maintenant, je vais prendre ce fil. Donc, c'est des couleurs berbères. Ouais, on reconnaît bien là les motifs traditionnels de la culture amazigh. Oui, c'est exact. Donc, je vais le coller sur la bougie. Et en fait, vous le mettez tout autour de la bougie. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est pour vous. Je vous Ah, les c'est offre sympa. en Bah, c'est souvenir sympa. de Béjaïa. Super, voilà, ça me fera mon petit souvenir de Béjaïa. Merci Tina de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci et puis bon courage. Merci beaucoup. سنين صراتشو يبوظ دور نبني فلاس انشبح انشنو كل يونس النوباس سنين صراتشو Bonjour Azoul. Bonjour, marhaba. Je cherche Swad. Vous êtes bienvenue. Ah, c'est bienvenue. Oui. Parfait. Vous êtes chez Swad Haute Couture. Soyez les Merci, bienvenus. merci de nous accueillir. Merci Avec Swad. plaisir, vous êtes C'est une de vos bienvenue. créations. Exact, une des dernières créations. Je vous présente Miss Béjaïa 2021. Enchantée. Ça va? Vous êtes super belle, Merci ravissante. beaucoup. La robe est très belle. Merci beaucoup. Swad Kirouani, vous êtes styliste à Béjaïa depuis plus de 20 ans. C'est quoi pour vous une bonne robe kabyle? Une robe kabyle, c'est une robe kabyle qui représente notre patrimoine, connu depuis l'Antiquité, comme depuis toujours, et bien connu pour ses couleurs et pour ses motifs bien précis. Et ça vous prend combien de temps pour en confectionner une? Bon, tout dépend, le temps tout dépend des modèles, mais pratiquement, elle me prend de 3 jours. Généralement, je travaille avec la mariée. Je fais le trousseau de la mariée. Et la robe kabyle est vraiment indispensable Pour les mariages, pour les fêtes. mariages. Pas seulement en Kabylie, même les autres wilayas. On essaye qu'elle soit d'actualité. En la modernisant comme En vous la le faites. modernisant, oui. Avec des coupes modernes et des couleurs quand même vives. Est-ce qu'on vous en commande beaucoup? Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Oui, alhamdulillah, oui. Et de toutes les wilayas, même en dehors du pays. En France, au Canada, en Angleterre. Ah oui, dans le monde entier donc. Exactement. Je vous promets que tous les continents, pratiquement. On vous voit aussi porter des bijoux. Est-ce qu'ils ont une signification? C'est des bijoux amazigh, c'est ça? Ouais, c'est des bijoux kabyles. En fait, chaque mariée ou chaque fille qui porte une robe kabyle, elle doit porter avec la robe des bijoux qui signifient notre patrimoine, nos traditions. C'est Et- indispensable avec la Ouais. robe. Hein. Les C'est bijoux, obligatoire. Et en fait, ça fait plaisir de les porter chaque jour. Vous avez fièrement représenté la ville de Béjaïa. Ah oui. Je suppose que vous en portiez pas mal, hein, des Oui, robes je kabyles. porte toujours des robes kabyles, toujours des robes berbères. Même à l'université, je porte des robes kabyles. Ah, vous alliez en cours avec des Ouais, robes, c'est vrai? ouais. En fait, c'est trop beau. J'aimerais bien, si toutes les filles de la Kabylie ou bientôt en Algérie portent les robes traditionnelles ou les tenues traditionnelles en dehors des fêtes ou des événements. Oui, vous aimeriez que cette robe devienne un vêtement du quotidien. Ouais, j'aimerais bien que ce soit l'un de nos vêtements de prêt-à-porter ou à porter chaque jour. Et Inch'Allah, ça va se réaliser. Bon, en tout cas, vous la portez super bien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de l'atelier? Oui, soyez bienvenus. Allons-y. C'est ma fameuse brodeuse. D'accord. Donc, c'est mes ouvrières. C'est elles qui font fonctionner la machine. D'accord. Donc, juste après la coupe, la deuxième étape, c'est la broderie. D'accord.
La broderie, il y a les couleurs, il y a les motifs berbères et tout. D'accord. Puis, on passe à l'intérieur. C'est là qu'on fait la confection et la réalisation du vêtement jusqu'à la fin. Là, elle est en train de perler. Juste après le perlage, il passe à la partie du montage. Et après le montage, il y a la finition. Parce que la tendance maintenant, c'est la pierre. C'est la pierre. C'est la pierre et le cristal. D'accord. Et elle s'appelle comment cette robe? Là, c'est un caftan moderne. Un caftan moderne. On touche un peu de toutes les traditions. Il y a aussi, par exemple, à Béjaïa, il y a la robe bougiotte, qu'on appelle Bjaouia aussi. C'est une robe traditionnelle, quand même un peu modernisée, ornée de perles, telles que celle-là. Il y a une au bureau. La voilà, elle n'est pas encore terminée, mais la voilà. Ça, c'est la fameuse robe bougiotte. Robe bougiotte, c'est exactement. C'est une robe brodée, ornée toujours de perles. Elle se rapproche un tout petit peu de la robe beaunoise. Elle est faite en velours, celle-ci. Elle est faite en velours, brodée avec du fil en or et puis avec du cristal. Et c'est vrai qu'elle est très différente de la robe kabyle traditionnelle. Exactement. Elle se rapproche un tout petit peu de la robe beaunoise. D'accord. La robe de Annaba. La robe de Annaba, exactement. On va vous laisser confectionner toutes ces belles robes. Merci. Merci encore de nous avoir Je vous accueillis en au sein de votre atelier. Vous êtes les bienvenus. Merci Souad. Sur les 9 parcs nationaux que compte l'Algérie, 4 se trouvent en Kabylie. C'est le cas du parc de Goureya où nous nous trouvons, célèbre pour ses falaises et ses eaux cristallines. Classé en 2004 par l'UNESCO, pour sa faune et sa flore, plus d'1 million de personnes viennent le visiter chaque année. الفقد المصباح الزيغ دي الحرام يزرع عند الرباح باب تمرام الفقد المصباح الزيغ دي الحرام. C'est un autre vortex, c'est carrément une autre dimension. Quand on est sur le Cap Carbon, on ne s'imagine pas qu'on puisse trouver un espace pareil, un paysage pareil. Voilà. Magnifique. Et c'est le plus haut phare sur site naturel au monde. De bien préciser, sur site naturel au monde, on va dire que le phare il est suspendu sur cette falaise-là, qui lui, on va dire, qui lui donne ce titre de plus haut phare naturel au monde. Par rapport au niveau de la mer, en fait. Tout à fait. Il est à peu près à plus de 220 mètres. 220 mètres, bien dit. Voilà, exact. C'est magnifique. Vous avez un bel environnement de travail. Ah oui, je ne m'en lasse pas. Franchement, à chaque fois, c'est une nouvelle découverte, c'est des couleurs nouvelles. Et je ne dis pas ça en faisant ma carte postale. Hein. Le Cap Carbon fait partie du parc de Goureya. Ça veut dire quoi, Goureya? Goureya, justement, il y a plusieurs explications, mais on penche plutôt vers l'appellation hispanique, qui veut dire une montagne qui descend vers la mer. Mais on dit aussi qu'il y a eu Yemma Goureya, justement, une sainte qu'à l'époque qui a justement résisté contre la France de l'époque, la France coloniale, et aussi qui a eu ses sœurs sur d'autres morts. Mais la véracité de cette histoire, il n'y a pas vraiment d'ancrage historique. Voilà, on va dire que ça fait partie des légendes aussi de la région. D'accord. Et les gens viennent chercher surtout l'histoire, mais aussi les paysages pittoresques qui... Et le singe magot qu'on voit passer là. Tout à fait, le singe magot. C'est l'attraction du site, le singe magot. Tout à fait, c'est l'attraction du site. Et aussi, c'est lui, le sauveur. En fait, c'est grâce au singe magot que le parc national existe. Il protège vraiment cet écosystème en dispersant justement des graines. Il aide à la régénération justement des massifs forestiers ici dans la région, mais aussi même pour les chenilles dévastatrices, il en est friand. Vous pouvez le voir, vous pouvez l'admirer. Ne lui donnez pas à manger, surtout pas à manger, parce qu'il devient justement dépendant de la nourriture humaine. Ils deviennent aussi
aussi, il s'éloigne justement de la nature et on pourra perdre toute cette nature qui survit grâce à ce singe. Merci Karim Khema de nous avoir guidés jusqu'ici. Ça me fait plaisir. Voilà, et si vous êtes de passage à Béjaïa, n'hésitez pas également à venir profiter de cette belle promenade bien connue des Béjaouis, la brise de mer. Je vous dis à bientôt pour la découverte d'une autre ville algérienne.